Bonjour et bienvenue à votre club de lecture Le Bouquineur. Aujourd'hui, nous débuterons l'émission avec notre capsule Souvenir pour notre 10e anniversaire, puis ce sera la rencontre de notre invité de la semaine et la dernière partie de l'émission sera bien sûr les coups de cœur de lecture de notre équipe. Alors, pour notre capsule Souvenir, nous parlons de M. Pierre Ducharme, qui était un de nos invités à la saison 2018. Il nous avait présenté son dernier livre qu'il venait de publier, La soprano et l'organiste. Sa dernière parution, en 2019, est Henri d'Arles, abbé singulier, écrivain pluriel, un livre que j'ai trouvé très intéressant et plein de surprises en rapport avec ce personnage. Alors voilà pour notre capsule Souvenir. Notre invitée cette semaine, Mme Annabelle Berthiaume, professeure régulière en travail social au département de psychoéducation de l'Université du Québec à Trois-Rivières. Bonjour, Mme Berthiaume. Bonjour, merci de l'invitation. Ça me fait super plaisir. Vous êtes ici pour nous présenter ce recueil de textes, Grève des stages, grève des femmes, anthologie d'une lutte féministe pour un salaire étudiant, qui concerne les années 2016-2019 et qui a été publié aux éditions du Remue-Ménage à l'automne 2021. Alors, comment a débuté votre intérêt pour cette cause? Bien, en fait, mon intérêt pour la question des stagiaires, en fait, c'est d'abord personnel. Moi, j'ai un parcours en travail social, donc j'ai fait plus de 1000 heures de stages non rémunérés. Et comme toutes les autres personnes qui ont participé à la coordination de l'ouvrage, en fait, on était tous des militants et des militantes qui étaient impliqués dans le mouvement de grève des stages. On était tous dans des programmes qui avaient des heures de stages non rémunérés, que ce soit en enseignement, en bibliothéconomie, en horticulture. En fait, on était des stagiaires intéressés à laisser en fait des traces de notre lutte collective. Donc, on s'est regroupés. C'est un peu l'aboutissement en fait d'une grève qui se voulait par et pour depuis le début. Donc, à la fin de la campagne, à la fin de la grève des stages, on a décidé collectivement de faire cet ouvrage-là où il y a plus d'une cinquantaine de personnes impliquées dans la campagne qui ont écrit, qui ont partagé, dans le fond, leurs analyses sur la question des stages non rémunérés et du travail étudiant. Mm-hmm. Vous vous êtes beaucoup impliqué aussi au niveau du CUTE. Oui, c'est ça. Dans le fond, les comités unitaires sur le travail étudiant, on les appelle les CUTE, en fait. C'est les CUTE qui ont lancé l'appel à la campagne pour la reconnaissance du travail étudiant puis la grève des stages. Donc, un peu à travers le Québec, il y a des comités unitaires sur le travail étudiant qui se sont mis sur pied pour initier la grève des stages et lancer les appels, finalement, à la mobilisation. Vous avez collaboré à ce volume-là, à la direction et... Oui, exactement. Donc, on est une petite équipe qui était dans les CUTE, qui ont colligé les textes, sélectionné les textes. C'est des textes, il y a des textes originaux, il y a des textes qui ont été publiés dans nos matériels de mobilisation, dans nos magazines. Il y a des images aussi de tracts, des affiches. Donc, c'est vraiment un ouvrage collectif là, qu'on a publié. Dans ce volume-là, c'est quand même une analyse théorique du travail étudiant de nos jours. Oui, bien, en fait, ce qu'on a tendance à oublier ou on a tendance à croire que les stages, c'est des moments où les stagiaires sont en apprentissage, sont en observation. Mais en fait, ce qu'on se rend compte, c'est que de plus en plus, puis surtout depuis la crise économique de 2008, il y a eu des coupures dans les services publics, il y a eu des coupures dans les arts et la culture, des coupures dans le milieu de l'éducation. Et puis, on demande de plus en plus aux stagiaires de pallier à ce sous-financement-là. Donc, maintenant, on demande aux stagiaires pas seulement de faire de l'observation, mais véritablement de la prise en charge. On leur demande de préparer un CV, on fait des entrevues d'embauche, on leur demande des qualifications pour effectuer leur stage. Donc, on est vraiment en train de créer une espèce de catégorie de travailleurs et de travailleuses non rémunérés dans différents secteurs, surtout des secteurs des services sociaux, de l'éducation, les arts et la culture. Puis en fait, c'est des secteurs où les conditions de travail sont aussi difficiles. Donc, le stage se retrouve à être une sorte de préparation à une exploitation aussi sur le marché du travail. Donc, nous, on voyait vraiment qu'il y avait comme un continuum de travail gratuit qu'on voulait mettre de l'avant, dans le fond, dans la campagne pour la rémunération des stages. Puis l'analyse a démontré que la lutte étudiante était souvent aussi une lutte féministe.
Oui, c'est vraiment au cœur. En fait, c'est pour ça que le volume s'appelle Grève des stages, grève des femmes. C'est vraiment au cœur de l'argumentaire parce que, en fait, si la question de s'il y a des stages qui sont rémunérés, on ne peut pas justifier le fait qu'il y ait des stages qui sont non rémunérés parce que les stagiaires apprennent. On a plein de contre-exemples si on regarde les programmes de génie, de sciences, etc. Le seul facteur qui nous permet d'expliquer pourquoi il y a des stages non rémunérés, puis il y en a d'autres qui le sont, c'est vraiment en regardant le type de programme où les stagiaires non rémunérés se retrouvent. Donc, elles sont en pratique sage-femme, en enseignement, en éducation à l'enfance, en travail social, en soins infirmiers, en psychoéducation. Donc, des domaines qui sont traditionnellement féminins, qui sont encore aujourd'hui occupés par une majorité de femmes, avec aussi beaucoup de personnes qui, notamment au cégep, des personnes immigrantes qui ont des diplômes non reconnus, qui retournent aux études, des universitaires de première génération, des parents étudiants. Donc, c'est une composition des cohortes qui est assez particulière, puis le fait qu'il n'y ait pas de rémunération, en fait, ça leur empêche à toutes ces femmes-là d'avoir une certaine forme d'autonomie économique, où ils se retrouvent aussi à être sans protection en situation de stage. Donc, ça peut laisser place à toutes sortes d'abus, d'exploitation, puis de mauvaises expériences. Est-ce que ces grèves ont été positives pour l'avancement de la cause? Oui, en fait, ce qui est quand même assez exceptionnel là, dans l'histoire des grèves récentes, même dans le milieu étudiant, en fait, c'est une grève qui a été offensive, c'est-à-dire qu'en 2016, quand on a parti la campagne sur la rémunération des stages, il n'y avait pas d'attaque au programme de bourse, il n'y avait pas rien qui était changé. C'était vraiment une grève où on voulait aller chercher quelque chose de plus, donc on n'avait rien à perdre. Et puis, les stagiaires, en fait, suite à cette mobilisation-là, aussitôt que la menace de la grève générale est apparue, le gouvernement a commencé à réagir. Puis maintenant, il y a plusieurs milliers d'étudiants et étudiantes qui, dès l'automne, en fait, ont eu des bourses entre 900 et 4 000 $ en fait, au cégep et à l'université dans plusieurs programmes. Donc, c'est quand même des gains substantiels là, dans les conditions matérielles des étudiantes. Évidemment, ce n'est pas un succès sur toute la ligne. Il y a encore des programmes où il y a des stages non rémunérés. Je pense à sexologie, par exemple, ou des programmes ou dans les arts et la culture, des programmes où il y a des stages qui n'ont pas été reconnus. Puis la bourse, en fait, comparativement au salaire, ce qu'on retrouve là, dans les stages traditionnellement masculins, la bourse, elle peut être retirée à tout moment, elle pourrait être retirée au prochain budget et elle ne permet pas de protection non plus là, sur les lois, sur les normes du travail. Donc, c'est un gain, mais c'est pas une lutte qui est terminée, disons-le comme si. Donc, c'est pour ça qu'il y a encore des stagiaires aujourd'hui qui se mobilisent, là, qui demandent vraiment d'avoir un salaire pour permettre de finalement payer leur loyer et leurs dépenses de la vie quotidienne. Et ce volume-là, c'est une grande source de réflexion stratégique, je pense. Oui, bien en fait, c'est une grève qui s'est organisée vraiment de manière très décentralisée dans toutes les régions. Il y a eu des comités qui se sont formés. Étant donné qu'on voulait vraiment mettre les stagiaires au cœur de la lutte, donc c'est une grève qui n'a pas été tenue par un syndicat ou une association étudiante particulière, un parti politique. Les stagiaires étaient vraiment au cœur de la lutte. On avait, en fait, il y avait une grande rotation des tâches. On a fait en sorte aussi d'avoir une grande visibilité diversifiée dans les médias pour parler des expériences multiples des stagiaires. Donc, au niveau de l'organisation autonome, c'est un mode d'organisation qui, on espère, va pouvoir inspirer d'autres mouvements de lutte, pas seulement dans le milieu étudiant, mais aussi sur les milieux de travail, maintenant que plusieurs d'entre nous avons fini nos études. Est-ce qu'on retrouve des leçons à en tirer pour les mouvements à venir? Bien, la première, en fait, c'est au niveau de la mobilisation. Souvent, quand on pense aux mobilisations, on pense qu'il faut des très grandes mobilisations. Donc, il y a eu jusqu'à 60 000 étudiants et étudiantes en grève, mais on a quand même été capable d'obtenir des gains. La grève des stages, en fait, elle a agi là où ça fait mal parce qu'il y a eu une menace, finalement, d'arrêter des prestations de travail, alors qu'on disait que les stages, c'était des moments d'apprentissage, mais aussitôt qu'on a commencé à menacer que les stagiaires partaient en grève, bien, on a vu qu'il y avait des effets directs, qu'il y a eu une réponse du gouvernement. Donc, ça nous a montré finalement que la lutte paie, parce que ça a permis cette mobilisation-là. Ça nous a permis aussi de parler de toutes sortes de formes de travail gratuit qu'on parle
peu souvent, en fait, sous le couvert de l'apprentissage, du soin des autres, du care, de la passion, de la vocation, on tend à masquer, en fait, certaines situations d'exploitation qui affectent particulièrement les femmes, puis les personnes marginalisées. Donc, ça nous a permis aussi de nourrir nos analyses sur la question du travail gratuit. Oui. Puis, il y a un fait très intéressant qu'il faut souligner, c'est que la préface a été écrite par Mme Silvia Federici, je ne sais pas si je prononce bien son nom, c'est une intellectuelle de renom de New York. Oui, c'est ça. En fait, on est très fiers de la participation de Silvia Federici et la préface est aussi co-signée par George Kafentzis. En fait, Silvia Federici, c'est une des militantes dans les années 70 qui s'est intéressée à toute cette question du travail gratuit, où elle était impliquée dans une campagne, en fait, où la campagne internationale pour le salaire au travail ménager, où, dans le fond, elle demandait un salaire pour le travail qui était effectué à la maison, qui était le travail domestique, finalement. Puis, elle, en fait, ce qu'elle disait avec ses collègues dans la campagne, c'est qu'il y a toutes sortes d'activités qui profitent au système capitaliste, à l'organisation, dans le fond, de notre société, qu'on fait sous le couvert de l'amour, sous le couvert de la vocation, etc. Et donc, d'avoir la participation de Silvia qui venait nous donner un appui, c'était vraiment une forme de reconnaissance très intéressante, en plus de nous donner une visibilité à l'international aussi, pour nous mettre en lien avec d'autres luttes sur ce terrain-là. Bien, merci beaucoup. Je rappelle que votre volume se retrouve à la bibliothèque de Victoriaville et probablement dans toutes les bonnes librairies. Oui, exactement. Merci. Merci beaucoup. Nous sommes de retour avec Joanne et Monique. Bonjour, mesdames. Bonjour. Bonjour. Alors, Joanne, John Grisham au menu aujourd'hui. Oui, tout à fait. John Grisham, qui est un auteur, mais avant tout qui est un avocat, qui est devenu écrivain de plusieurs romans policiers. Et aujourd'hui, je vais vous parler du roman paru en 2020, le roman La Sentence. Alors, John Grisham est né en Arkansas. Il a vécu très, très longtemps au Mississippi et lui, ses inspirations lui viennent de John Steinbeck, qui est pour lui un modèle de clarté. C'est un auteur très prolifique, John Grisham, parce qu'il publie un roman par année. Il est devenu très, très populaire grâce à son roman qui a paru en 1991, c'est-à-dire La Firme, qui a eu un film tiré de ce roman dans lequel on retrouvait Tom Cruise. Et par la suite, plusieurs de ces romans se sont retrouvés dans des productions cinématographiques avec de très grandes vedettes. Il a aussi publié, ce que je ne savais pas, des ouvrages de littérature jeunesse. C'est une série particulièrement, la série Théodore Boone. C'est un chrétien évangélique baptiste et ça nous aide à comprendre pourquoi dans plusieurs de ses livres, donc il est avocat, il traite donc du système judiciaire américain, de causes légales, de causes criminelles et aussi de religion. Et souvent, les situations se passent au Mississippi où il a habité et bien entendu la cause des Noirs. Il a aussi créé une structure avec sa femme qui est à la fois humanitaire et religieuse. Ce qu'on retrouve souvent aussi dans ses romans, c'est une fondation qui est entièrement financée, par ses droits d'auteur. Puis ça contribue auprès de missionnaires baptistes au Brésil à l'achat de médicaments et de construction de chapelles, cliniques et écoles. Donc, allons-y pour le livre. La Sentence a été, comme je l'ai dit, paru en 2020. Encore une fois, c'est un thriller judiciaire qui est la spécialité de l'auteur. La lecture de ce roman m'a plu, mais ça faisait longtemps que je n'avais pas lu de John Grisham et, à mon avis, ce n'est pas son meilleur. Ce que j'ai aimé, ça va être la deuxième partie de son roman qui a une grande partie historique, qui couvre une bonne partie du roman et j'adore ça. Donc, l'histoire se fait en 3 parties. La première partie détaille le geste de Pete Banning, qui est un descendant de fermiers qui ont des
une grande quantité d'acres, de terre, où est-ce qu'on cultivait le coton. Donc, quand on cultive du coton, on fait affaire avec des Noirs, mais c'est des Noirs qui ne sont pas utilisés comme esclaves dans cette famille-là. C'est des Noirs qu'il intègre bien, même à sa famille. Il est très, très reconnu dans sa communauté. Et c'est un vétéran de la guerre qui a subi de graves séquelles. Mais un matin d'octobre 1946, il se rend au presbytère et tue le révérend Dexter Bell. Vous voyez la connotation religieuse. Et le Dexter Bell, le révérend, il est très, très aimé par sa congrégation. Donc, la douleur de la famille du pasteur, des paroissiens, s'ajoute le choc de ne pas comprendre qu'est-ce qui s'est passé avec Pete Banning, qui, j'ai de la difficulté à tout le temps revenir sur le bon nom, un homme qui est censé être remarquable et reconnu dans sa communauté. Donc, la première partie du roman, c'est le procès. Tout au long du procès, on essaie de savoir pourquoi il a tué, mais on ne le sait pas. On ne le sait pas du tout durant la première partie. Puis, le procès se déroule. Il a sa sentence, d'où le titre. Soit qu'il soit à perpétuité ou à mort, et il est condamné à la mort, à la pendaison. Je ne vous révèle pas de secret. Le secret vient dans la troisième partie. La deuxième partie traite... En fait, c'est un livre, dans un livre, la deuxième partie. C'est plutôt un journal de guerre, donc le journal de Pete Banning. Puis, on pense que l'auteur nous a amenés à lire ce journal-là pour qu'on essaie de trouver une justification au geste qu'on a su dans la première partie, qui serait peut-être dû à un choc post-traumatique. Alors, c'est très long. C'est pour ça que je vous dis que c'est peut-être la partie qui... Oui, ça m'a plu, mais j'ai trouvé comme journal de guerre que c'était très, très détaillé. Mais ça m'a permis d'apprendre sur la guerre. On est dans la période de la Deuxième Guerre mondiale. Vous vous rappelez, il a fait ça en 1946. Lui, il est revenu chez lui en 1945. Il a été à la guerre aux Philippines, donc les Philippines, le Japon. Il a fait partie de la marche de la mort au Bataan. Et, bien entendu, il est revenu avec d'énormes séquelles. Troisième partie et dernière, bien, je ne vous le dirai pas. C'est, il faut attendre, bien entendu, la fin du livre pour découvrir les motivations de Pete. Et on peut toujours partir sur des tas de suppositions. On a beaucoup, beaucoup de matériel avec ce qui s'est passé dans la deuxième partie, mais il faut quand même se rendre jusqu'au bout pour voir que tout ce qu'on avait supposé, tout ce qu'on avait comme hypothèse pour justifier son geste, bien, on n'est pas là. C'est des secrets de famille, des non-dits, ce qui fait que des non-dits, si ça avait été dit, ça aurait réglé tellement de problèmes pour sa femme, qui l'a finalement fait interner lorsqu'il est revenu de la guerre. Ses deux enfants qui réussissaient bien à l'école et tout. Et je vous laisse sur le mystère de la fin. On va lire ça. Merci beaucoup, Joanne. Monique, toi, de quoi nous parles-tu? Oui, moi, je vous parle de Le démon de la colline aux loups de Dimitri Rouchon-Bory, qui est un Français. Il a publié son livre en 2018. Il est né en 1977 et c'est un journaliste judiciaire. Et il a couvert un procès pour pédophilie qui s'annonçait et qui a été très éprouvant. Et je soupçonne que, même s'il l'a écrit avant le procès, il était quand même au courant de l'histoire et il a fait ce que je pourrais qualifier d'un livre crève-cœur, un livre coup de cœur. Alors, en temps normal, je n'aurais jamais lu ce genre de livre-là. Je ne lis pas de livres où on parle de violence, surtout de violence faite aux enfants. Mais dans ce livre-là, comme l'auteur n'a pas été lui-même victime de la violence, il est capable d'en parler avec émotion, mais il n'y a pas cette virulence, il n'y a pas cette haine. Le jeune enfant, dans l'histoire, il n'exprime pas de haine envers ses parents, là. Donc, j'ai réussi à lire le livre, surtout que je l'ai lu dans le cadre des rendez-vous des premiers romans, puis bon, on a des lectures obligatoires. Alors, j'ai quand même... c'est comme ça que j'ai été amenée à lire le livre. Mais en même temps, il a un petit quelque chose qui, moi, m'attire.
J'aime les livres qui sont complètement disjonctés. J'aime les livres qui nous amènent dans un univers où l'imagination foisonne. Et j'aime les livres avec un style particulier. Et dans ce livre-là, il est écrit par Duc. Duc, c'est le jeune enfant maltraité qui, lorsqu'il se ramasse en prison, devenu adulte, il décide d'écrire son journal. Alors, il l'écrit sans ponctuation, il n'y a pas de conjonction, il sait à peine écrire parce que, comme il le dit si bien lui-même, moi, le Parlement, donc l'art de parler, je n'y connais rien. Donc, il écrit ses souvenirs comme ça lui vient, avec un style... Au début, je lisais même à haute voix, mais on s'habitue. Je vous le dis tout de suite, ça vaut la peine de passer encore. Parce que pour certaines personnes, ça peut être rebutant. Moi, ça m'émerveillait. Je me disais, mon Dieu, comment il fait pour être constant dans ce style d'écriture? Alors, de quoi il est question? Duc, c'est un jeune enfant, c'est le troisième d'une famille de 7. Ce qui arrive aux 2 premiers, on ne le sait pas trop. Mais il est, on entend parler de Duc. C'est un enfant c'est des enfants qui sont extrêmement violentés par les parents, qui sont négligés à un point tel que Duc, il ne sait même pas le nom de sa jeune sœur qui le suit et pour qui il a une affection particulière. Même dans le livre, moi, ça m'a pris un certain temps avant de réaliser que la boule qui venait se lever sur son ventre tous les soirs, c'était un bébé. Tu sais, tu te dis, ben voyons donc, tu peux pas, comme parent, être méchant au point de pas tenir compte de tes enfants, de rien leur donner. Là, en tout cas, bon, bref, ça a l'air épouvantable. Mais moi, là, écoute, on se prend d'affection pour ces enfants-là. Là. En tout cas, toujours est-il que quand Duc arrive à l'âge scolaire, on finit par trouver les enfants et pendant qu'il est à l'école, bien là, il finit par apprendre qu'il s'appelle Duc, puis bon, etc. Et on finit par les enlever à ses parents qui ont aucun sens humain, là, bon. Et l'enfant, la famille au complet, ils sont confiés à des familles d'accueil. Lui, il est confié à des Polonais immigrants qui en prennent bien soin. Mais Duc, quand il était dans sa famille, il était très près de sa jeune sœur et il aurait eu, semble-t-il, des attouchements ou enfin bref, il allait chercher du réconfort, mais ça ne se fait pas. Donc, il a toujours, on lui a bien reproché ça, et il a toujours été convaincu que le démon qu'avaient son père et sa mère et qu'il en avait hérité. D'où le démon de la colline aux loups, parce que la colline aux loups, c'est l'endroit où était construite la maison familiale. Alors, il retourne à la colline aux loups et il met le feu à la maison pour se débarrasser de ce démon. Et il y a des personnes qui meurent dans l'incendie, d'où son arrivée en prison. Mais le roman commence avec Duc, adulte, en prison. L'aumônier réussit à le convaincre d'écrire ses mémoires. Vous devez impérativement lire ce livre. C'est tout, là? J'ai plus de temps? Et non. Bon. Merci, Monique. Alors, moi, je vais vous parler... Vous savez mon amour pour Éric Emmanuel Schmitt. Alors, il a écrit sa saga... il a commencé à écrire sa saga La traversée des temps. Je vous ai parlé dans les premières émissions du tome 1, qui était Paradis perdu. Et là, j'ai lu le tome 2, qui est La porte du ciel. Alors, c'est toujours de bonnes briques, briques environ 600 pages. C'est le 2e tome et ces 8 tomes-là vont raconter l'histoire de l'humanité depuis le début des temps. Premier tome, le déluge. Dans ce 2e tome, on retrouve Noam et Noura, dont l'amour est toujours aussi fort, passionnel, fusionnel, charnel. C'est vraiment là une fusion, mais Noura va disparaître dans des conditions plutôt mystérieuses. Alors, Noam va la chercher, il va faire dans sa quête pour retrouver Noura, et va aller vers le pays des eaux douces qu'on appelle la Mésopotamie. Alors, il se rendra à Babel, et où le tyran Nemrod, qui recourt à l'esclavage, va construire
va faire construire la plus haute tour jamais connue, la tour De Babel. de Babel. Tu peux prendre une gorgée d'eau, ça va te faire du bien, Joanne. Alors, cette tour-là va permettre d'accéder aux dieux, offrant une véritable porte du ciel, donc d'où le titre. Donc, là, on retrouve dans cette à Babel, surtout, c'est une organisation urbaine, sociale, ce que Noam n'a jamais vécu. Alors, il y a de l'étonnement, de l'émerveillement, mais aussi de l'effroi, parce que les hommes ne vivent plus dans la nature, là. Ils sont rendus en classe sociale. On y découvre l'émergence de la civilisation, donc l'écriture, l'architecture, l'agriculture, l'irrigation des terres, puis la création des premières villes, puis l'astronomie. Alors, fait aussi important, c'est que les marchands de Babel seront les premiers à vendre ce qu'ils ne produisent pas. Alors, donc, on assiste à la sédentarisation puis la spécialisation des métiers. Il va avoir une fonction de guérisseur. Et grâce à cette fonction, Noam, et grâce à cette fonction-là, il va s'introduire dans tous les milieux. Et on se rappelle que sa quête est pour retrouver Noura. On va retrouver les ouvriers, on va retrouver la reine Kubaba, qui est le territoire voisin et qui est étourdissante d'intelligence et d'espièglerie. Nemrod, qui est son demi-frère, qu'on a vu au premier tome. Et il faut se rappeler que ces trois personnages-là, Noam, Noura et le demi-frère, sont immortels. Alors, donc, il y a plusieurs personnages. Il y a aussi, on va assister avec le personnage Abraham, ça va être judéo-chrétien, là, Abraham et ses 12 tribus. Alors, il y a beaucoup de personnages, c'est vraiment riche culturellement, historiquement, philosophiquement. C'est une écriture poétique, comme toujours avec Éric Emmanuel Schmitt. J'attends le 3e tome, qui est Le soleil sombre, et qui va parler d'Égypte, des pharaons et de Moïse. Alors, c'est tout. Je n'ai pas plus de temps. J'aurais voulu vous en dire tellement, mais bon, je vais me limiter. Merci beaucoup, mesdames. Merci beaucoup à vous à la maison. Et je termine l'émission en vous citant quelque chose que j'ai lu sur Livre Addict. Si vous n'arrivez pas à dormir, lisez un livre. Si vous vous ennuyez, lisez un livre. Si vous êtes énervé, lisez un livre. Et si vous avez envie de passer un bon moment, lisez un livre. Alors, vous voyez, lire un livre, c'est toujours la solution. Bonne semaine.